bonjour à toutes et tous. Nous vous proposons de pouvoir commencer. Nous savons que l'ensemble des participants attendus sur le webinaire n'est pas encore, ne sont pas encore tous présents, mais cependant l'heure avance un peu et donc on vous propose de pouvoir poursuivre. Madame Prieur-Patin, vous avez levé la main? Non? Très bien. Du coup, je vous propose de pouvoir commencer peut-être par un tour de table et ensuite de pouvoir commencer ce webinaire et ce temps d'échange pour lequel nous avons 1 heure et demie devant nous. Donc, je me présente Déborah Seban, je suis psychiatre et directrice du centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. Julia, je t'en prie. Bonjour, je suis chargée de mission et coordinatrice régionale des observations Quality Rights dont vous allez entendre parler davantage dans ce webinaire. Simon, à toi. Bonjour à toutes et à tous, Simon Wasserbach, je suis directeur de programme au Centre collaborateur OMS de Lille et notamment sur le programme Quality Rights. Merci. Jean-Marc, Jean-Marc, je te laisse te présenter. Hop, voilà, excusez-moi, Jean-Marc Dessayas, je suis médecin psychiatre chef de pôle en Charente-Maritime d'un petit hôpital ouvert à Jonzac. Madame Prieur-Patin. Oui, bonjour, Hélène Prieur-Patin. Donc, je suis responsable du pôle territorial du Nord à la direction de l'offre de soins à l'ARS et référente santé mentale psychiatrique pour la direction de l'offre de soins à l'ARS. Et mes collègues, Monsieur Desfromont et Madame Marielle Waquet, sont connectés. Merci beaucoup. Je vous propose de pouvoir partager mon écran et que l'on commence ce webinaire simplement en guise d'animation avant de commencer. Nous aurons un temps d'échange prévu à la fin du webinaire, mais dans l'intervalle, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser l'ensemble de vos questions. On a dans l'équipe des collègues qui sont en charge de la modération, donc on tentera de répondre à l'ensemble de vos questions au fil de l'eau. Mais pour les questions qui nécessitent des échanges plus poussés et plus précis, eh bien, on notera l'ensemble de vos remarques et commentaires et on vous proposera de pouvoir y répondre à la fin du webinaire. Donc voilà un petit peu le programme qui est le nôtre pour cette heure et demie passée ensemble. On va prendre soin avec Simon de pouvoir vous expliquer un petit peu d'où on parle, donc de prendre quelques minutes pour vous expliquer quel est le centre collaborateur de l'OMS. Simon Wasserbach vous présentera ensuite le programme Quality Rights, sa méthodologie des observations. Ensuite, nous passerons la parole à Jean-Marc Destaya qui vous donnera un retour de la démarche Quality Rights dans son établissement. On vous présentera ensuite l'ensemble des outils de formation du programme et nous pourrons terminer par un temps d'échange et un temps pour répondre à vos questions et commentaires. Donc, je me permets de continuer en guise d'introduction pour vous parler très rapidement de l'endroit d'où on vous parle et pourquoi le centre collaborateur de l'OMS de Lille présente la démarche et le programme Quality Rights. Très rapidement pour vous expliquer ce qu'est un centre collaborateur. Donc, nous sommes un centre collaborateur pour la recherche et la formation en santé mentale. Nous sommes basés à Lille, un centre collaborateur. Il faut imaginer qu'il s'agit d'un centre qui se fait le relais de la politique internationale de santé mentale de l'OMS. Il en existe plusieurs dans plein de spécialités différentes, près de 800 très exactement, et un peu moins d'une cinquantaine dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Et il y en a un seul qui existe en France et qui est basé historiquement à Lille. Et notre centre collaborateur est désigné sur un programme qui s'écoule tous les 4 ans en visant des objectifs qui sont assez précis et donc désigné pour en ce moment la période 2022-2026 par l'OMS et nous incite à pouvoir travailler sur ce que l'OMS appelle des termes de référence ou alors axes de travail. Et alors pourquoi on est amené à travailler sur le programme Quality Rights de l'OMS? Eh bien parce qu'il s'agit de l'axe de travail ou le terme de référence numéro 2 pour lequel on est identifié par l'OMS pour soutenir son déploiement en France et à l'international, notamment en francophonie, depuis maintenant de très nombreuses années, depuis l'écriture du programme. Donc notre axe de travail s'intitule tel que vous le voyez écrit à l'écran. Donc soutenir et développer le programme de l'OMS pour l'évaluation de la qualité et du respect des droits des personnes vivant avec un trouble psychique en France
et dans les pays francophones. Donc, il s'agit d'un programme, on va dire, qui accompagne les services et les professionnels de santé à pouvoir réorganiser son offre de soins, à réorganiser ses pratiques avec un prisme assez spécifique qui est celui de l'OMS et qui est celui de l'évaluation de la qualité, du respect des droits des personnes. Donc c'est la lunette, si j'ose dire, avec laquelle on regarde cette organisation des soins, et c'est la porte d'entrée par laquelle on propose de réfléchir à la transformation des pratiques en France et en francophonie. Donc concernant le programme plus précisément, peut-être vous donner un petit peu le contexte de son déploiement depuis que nous sommes mandatés par l'OMS pour assurer son déploiement. Eh bien, il y a, et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant cette heure et demie, tout un travail de sensibilisation des professionnels de terrain, mais également de l'ensemble des structures, des institutions, des établissements. De quoi on parle quand on parle du Quality Rights? De quelle manière on peut s'en saisir? On sait qu'on a un gros travail, mais comme pour tout axe de travail à développer en local, en régional et également en national, un travail de lisibilité de ce que peut être le programme et de la façon dont vous pouvez vous en saisir comme un outil de travail et d'aide à l'évolution des pratiques de soins dans vos structures respectives. Et donc, c'est rapidement poser la question des modalités ou de la modalité de gouvernance de ce programme. Donc, pour un rapide état des lieux, nous avons actuellement un soutien local qui est assez important puisque nous sommes administrativement rattachés à l'EPSM Lille Métropole et il y a eu un engagement assez fort de l'établissement récemment avec l'affichage d'une politique d'établissement clairement orientée entre autres sur le moindre recours aux pratiques coercitives, aux pratiques d'isolement et de contention et plus largement au soutien du déploiement des pratiques orientées rétablissement, mais je laisserai Simon Wasserbach vous donner un petit peu le détail de ce que recouvre ce programme Quality Rights. À une échelle régionale, eh bien, nous avons aujourd'hui le plaisir de pouvoir mener ce webinaire avec le soutien de l'ARS Hauts-de-France que je remercie dans le cadre du financement FIOP qui a eu lieu l'année dernière. Et enfin, à un niveau national, les outils qui sont proposés dans le cadre du programme Quality Rights et qui vont vous être proposés et présentés à la fin de ce webinaire ont également été identifiés dans une instruction des projets territoriaux de santé mentale. On pourra revenir dessus. Donc, il a déjà été identifié comme un programme intéressant sur lequel on peut s'adosser et proposant des outils et des alternatives aux pratiques coercitives. En parallèle de ce déploiement et de la stratégie qui est la nôtre pour sensibiliser l'ensemble des professionnels au contenu du programme Quality Rights, nous déployons une activité de recherche pour essayer de comprendre de quelle manière, on va dire d'un point de vue qualitatif et d'une manière un peu plus fine que ce que l'on fait encore aujourd'hui, le programme Quality Rights peut s'implémenter dans les services, qu'est-ce qu'on peut en comprendre, comment on peut identifier les obstacles à sa mise en œuvre et les leviers. Donc, on a eu à cette occasion un financement PREPS cette année avec une recherche qui va pouvoir se dérouler sur 4 ans à partir de cette année 2023. Et enfin, vous spécifiez que en ce qui concerne également les partenariats nationaux et le soutien officiel au programme Quality Rights, nous avons engagé des partenariats officiels avec l'ADESM, représentant des directions d'établissement, l'UNAFAM, représentant des aidants, des proches des personnes vivant avec un trouble psychique, et Advocacy France, association représentative des personnes vivant avec un trouble psychique. Donc des partenariats qui sont assez forts et qui soutiennent le programme depuis son émergence. Avant de passer la parole à Simon Wasserbach, juste un point sur le FIOP et sur l'échange qui va être le nôtre pendant ce webinaire. Eh bien, le pari qui a été fait pour essayer de soutenir le déploiement dans un second temps, en tout cas à moyen long terme, que l'on imagine, en tout cas que l'on espère national. L'idée était de pouvoir essayer de structurer un peu le déploiement de ce programme et d'avoir une modalité de gouvernance structurelle qui nous permette d'avoir une sensibilisation accrue de l'ensemble des professionnels susceptibles de se saisir du programme. Et donc, ça a été l'objectif qui a été écrit dans ce FIOP, qui vise à tester un modèle régional de déploiement et de gouvernance de la démarche dans les Hauts-de-France, avec 3 objectifs. Le premier étant de déployer et de mettre en place une coordination et une dynamique régionale autour du programme. Un deuxième objectif qui vise à développer une communication ciblée. Le webinaire que l'on fait aujourd'hui couvre globalement le premier et le deuxième objectif. Le troisième est à une vision, on va dire, plus long-termiste, mais qui est de préfigurer une coordination nationale du programme en imaginant que le test de cette modalité de déploiement régional
pourrait servir un petit peu de repère pour éventuellement rédiger un cahier des charges susceptible de renseigner d'autres régions pour un modèle de déploiement, on va dire, réussi, correctement identifié, et à terme, on pourra imaginer qu'il puisse servir d'un soutien à un déploiement national et éventuellement au soutien d'une coordination du programme dans son ensemble. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en guise d'introduction concernant tout d'abord le CCOMS, ce pourquoi c'est le CCOMS qui porte le programme Quality Rights, les différents enjeux qui concernent son déploiement à la fois au niveau local, régional et national, et remercier l'ARS qui occasionne ce temps d'échange durant ce webinaire à l'occasion du FIOP qui a été obtenu l'année dernière. Voilà, je propose de passer la parole à Simon Wasserbach pour la présentation du programme. Merci Déborah. On a, je crois, rempli le premier objectif du webinaire, qui était de présenter le CCEMS, que vous sachiez qui l'on est et pourquoi le CCEMS porte le programme Quality Rights. Le deuxième objectif maintenant, c'est de vous expliciter en détail le programme Quality Rights dans un premier temps et ses outils, donc les deux grands axes d'action sur le terrain proposés par ce programme, que sont les observations d'un côté et les formations d'un autre. Pour ce qui est du programme Quality Rights, c'est donc un programme de l'OMS qui a été publié et présenté en 2012 après une longue phase de préparation, de co-conception, de co-écriture avec des experts internationaux, des experts qui sont professionnels de santé, qui sont experts d'expérience, des personnes qui ont des parcours en psychiatrie anciens ou actuels, des aidants familiaux, des juristes. Et donc cette co-conception et ce co-portage du programme, vous verrez qu'on le retrouve dans les différentes phases d'action de terrain que l'on propose. Donc, c'est un programme qui a une petite dizaine d'années maintenant et qui a pour socle la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la France en 2010, donc ce qui signifie que l'État français s'est engagé à mettre en conformité ces textes de loi avec les articles de la Convention. Donc, ce qui est un process qui prend du temps et la France est régulièrement auditionnée par une commission des Nations Unies pour témoigner de l'avancée de l'évolution de ces textes. Néanmoins, voilà, cette convention, à force de la consulter, on pense que c'est un outil plutôt intéressant. Ça peut devenir un outil de travail. Déjà, connaître son existence, la parcourir, sachant qu'il y a la version officielle technique, mais il y a aussi une version facile à lire, à comprendre. Ça peut être l'occasion, en tout cas, d'avoir des échanges sur la notion de Alors, est-ce que je suis... droit, et puis Ok, Jacques Simon, Toubon, alors défenseur des droits, il y a quelques crépas de droits nouveaux. Oui, juste que tu saches, c'est un tout petit peu coupé, mais pendant 5 secondes. Voilà. très bien. Bon, alors, pour vous donner l'envers du décor, je suis en déplacement à l'étranger, donc peut-être qu'il y aura à nouveau des coupures. Merci de me prévenir, Déborah, et je répéterai un petit peu. Donc, j'en étais à Jacques Toubon, alors défenseur des droits, qui rappelait il y a quelques années que la Convention ne crée pas de droits nouveaux, ça c'est important, elle ne fait que rappeler un ensemble de droits existants. Elle n'est pas spécifique à la santé mentale et elle est relativement peu connue des acteurs, que ce soit les professionnels ou les personnes concernées. Et c'est là que le programme Quality Rights, le programme QR comme on l'appelle en version courte, témoigne de son utilité en ce que le programme QR vient proposer des pistes d'action concrètes, notamment aux professionnels de santé, mais pas que, sur la manière d'utiliser les droits comme un levier de changement dans l'organisation des services de santé mentale. Et c'est là où on retrouve les deux piliers du programme Quality Rights cette fois. Donc je passe de la convention à un outil concret qui est le programme QR. Le premier pilier étant bien évidemment les droits et comment on peut mobiliser cette question des droits au quotidien dans nos pratiques. Et le deuxième
pilier étant les pratiques orientées rétablissement, qui sont déclinées dans les critères qui composent la grille de lecture des observations et les actions de formation. On peut passer à la slide suivante, qui me permet très rapidement de vous montrer que, tout comme la convention qui est ratifiée par un très grand nombre de pays dans le monde, le programme Quality Rights, c'est un certain nombre d'équipes un petit peu partout se sont emparées de ce programme-là. Et le CCEMS a reçu mandat par l'OMS de déployer le programme en France et dans les pays francophones. Et pour celles et ceux que ça intéresse, les pays sur fond bleu sont ceux avec qui on a travaillé et déployé des actions, en plus de la France, bien entendu. Je passe maintenant à la méthodologie donc des observations. Pourquoi on a utilisé ce terme d'observation? Puisque quand on a reçu le mandat de l'OMS pour déployer ce programme, on a rapidement pensé évidemment aux actions du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de la Haute Autorité de Santé, en se demandant si cette grille de lecture composée de 116 critères, je vous en donnerai par la suite quelques exemples, pouvait venir s'insérer dans les actions de visite et de contrôle qui existaient déjà en France. On a rencontré le CGLPL, on a rencontré plusieurs personnes à la HAS, et en fait, on s'est rendu compte tout de suite, donc il y a plus de 7 ans maintenant, que la méthodologie proposée par l'OMS, ainsi que l'ensemble des thématiques qui étaient visées, en fait, ne pouvait pas, ça ne se superposait pas avec les actions de contrôle qui existaient déjà sur le territoire français. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça me permet d'arriver à un point central de cette démarche, c'est que on ne travaille qu'avec des équipes volontaires. C'est aussi pour ça que l'on fait des actions de communication comme cet après-midi, pour donner de la visibilité au programme et amorcer des échanges avec des équipes intéressées. Donc, tout ce que je vais vous présenter en termes de méthodologie d'observation ainsi que de formation, ça ne se fait que sur demande et démarche volontaire des équipes. Donc, ce qu'est une observation, c'est d'abord la préparation et la co-construction de l'action avec les équipes directement. Il y a des choses que l'on va faire nous, c'est-à-dire constituer une équipe d'observateurs. En général, une équipe, c'est 6 à 8 observateurs. À l'intérieur de cette équipe, on va retrouver des professionnels de santé, bien sûr, tout corps de métier, psychiatres, psychologues, infirmiers, cadres. Mais parmi les professionnels, on peut aussi avoir des juristes, on va avoir des membres de direction d'hôpital, direction qualité, direction générale. L'idée, c'est vraiment d'avoir un regard pluridisciplinaire qui permet, chacun avec son corps de métier et sa sensibilité, de recueillir un maximum d'informations. Et aux côtés de ces professionnels, dans les équipes d'observation, il y a toujours au moins une personne experte d'expérience, usagée, ex-usagée, et toujours au moins une personne aidante familiale. D'où le partenariat avec l'UNAFAM, avec Advocacy France, avec l'ADESE. Donc, quand cette équipe d'observation est constituée, donc ça, c'est le travail que l'on fait côté CCEMS. Il y a tout le travail de co-construction, comme je vous le disais, et de préparation de l'observation, où on va discuter avec la direction de l'établissement et avec l'équipe ou les équipes des unités concernées de l'échelle de l'observation. Et surtout, on va proposer une ou plusieurs réunions de préparation avec les équipes de soins pour expliciter en détail la méthodologie, les outils utilisés, et qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, ou en tout cas aucune inquiétude et aucune confusion surtout, parce que on le dit, on le répète, mais parfois, pour que l'information diffuse suffisamment à l'entièreté de l'équipe, surtout qu'il n'y ait pas de confusion avec les mécanismes de contrôle qui existent en France. C'est-à-dire que nous,
On propose une méthodologie différente qui est complémentaire. D'ailleurs, dans la vie d'une équipe, le passage côté CGLPL ou côté HS est assez régulier. Et donc, on compose avec ça aussi pendant la préparation du terrain. Soit l'observation va se jouer en amont d'un passage ou en aval d'un passage. En tout cas, l'idée, c'est bien de donner des leviers et des outils aux équipes euh, pour préparer ou pour faire suite au passage HS et CGLPL, mais pas que, bien évidemment. Donc, ce travail de préparation, il est vraiment extrêmement important et c'est ce qui va donner, ce qui va faciliter, qui va fluidifier l'observation en elle-même. L'observation en elle-même, ce sont 3 jours sur place pour l'équipe d'observateurs, 2 directement dans les unités où vont avoir lieu des entretiens avec les professionnels, où on essaie de rencontrer vraiment un maximum de professionnels, encore une fois, tout corps de métier, puisque le, 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 le- la dynamique et la systémie d'une équipe, pour pouvoir prendre une photo suffisamment réaliste à un instant T dans une équipe, il faut qu'on puisse rencontrer un maximum de professionnels. Entretien avec les professionnels, entretien avec les personnes usagères des services dans les unités dans lesquelles on se déplace, et autant que possible, entretien avec les aidants familiaux également. Donc pendant 2 jours, les entretiens, la présence au sein des équipes, on partage les repas avec les personnes usagères des services, avec les professionnels. On essaie de rencontrer au maximum les équipes de nuit et d'être présent aussi un petit peu plus tard dans la journée ou au début de la nuit. Euh, on se déplace dans toutes les pièces des différentes unités. Et ce qui est bien rappelé et bien décrit dans la méthodologie d'observation, c'est le fait de pouvoir utiliser ces 5 sens, d'où la participation au repas, le fait d'être à l'écoute de l'ambiance générale dans les unités, de regarder avec précision et de recueillir un maximum d'informations. Et pour ce faire, on a les observateurs, l'équipe d'observation, a des outils, des guides techniques pour l'observation, pour la réalisation des entretiens. Et justement pour recueillir un maximum d'informations pour pouvoir répondre à la fin de l'observation et donc pendant le 3e jour sur place, où on va apprendre les 116 critères d'observation et coter un par un ces 116 critères en partageant le ressenti, ce qui a été observé, en partageant aussi des verbatims, anonymisés bien sûr, hein, les entretiens, en tout cas les citations issues des entretiens sont pleinement anonymisées. On précise juste si c'est un professionnel, un usager du service ou un aidant familial qui parle. Tout ce matériel recueilli va être restitué dans un rapport écrit avec l'explicitation de la cotation des 116 critères. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples hein, de critères dans quelques secondes. L'utilisation des verbatims et surtout aussi des préconisations qu'on veut le plus concrètes possible, avec aussi un certain nombre d'outils qui vont être fléchés pour pouvoir opérationnaliser ces préconisations. Et ce qui est aussi très important, et ce qui est un temps crucial du process des observations, ça va être la restitution sur site, où on va se déplacer, on va retourner voir les équipes, en général dans les 2 mois qui suivent l'observation. Après un petit peu, une semaine ou 2 à distance, en tout cas de l'envoi et de la remise du rapport, pour que les équipes puissent aussi le lire et s'approprier le rapport. L'équipe d'observation retourne sur place, en tout cas un certain nombre de membres de l'équipe d'observation retournent sur place pour expliciter en tout cas l'écriture du rapport, ainsi que les préconisations et répondre encore une fois aux questions des équipes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cette restitution, parfois on va en faire plusieurs sur un site, une restitution pour les membres de la direction, une restitution pour les équipes, et autant que possible, on suggère que ce soit des réunions assez ouvertes où les personnes usagères puissent contribuer aussi à la réflexion à la suite du rapport. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de critères pour qu'on commence à opérationnaliser un peu ce qu'est une observation. Donc, je vous disais qu'il y avait 116 critères. Je vais évidemment pas tous vous les présenter maintenant,
vous allez voir que ces critères se distribuent finalement. Une partie est liée aux unités d'hospitalisation, mais il est important, on ne l'a pas encore fait, de préciser que cette méthodologie QR ne s'applique pas uniquement aux unités d'hospitalisation, mais permet de faire cette fameuse photographie à un instant T des parcours de soins. Et si c'est l'échelle d'observation souhaitée, ça peut tout à fait se faire à l'échelle du service. Donc, pour quelques exemples de critères, le critère 1.2.3, les personnes usagères des services sont libres de décider de leurs heures de lever et de coucher. 1.4.3, les personnes usagères des services peuvent porter leurs propres vêtements et chaussures le jour comme la nuit. Donc là, ça va être vraiment relatif à l'organisation de l'hospitalisation et sont des critères avec lesquels vous êtes peut-être familier de par les passages contrôleur général des lieux de privation de liberté et HAS, puisque ce sont des thématiques qui sont souvent abordées. Parmi les autres critères, et là vous voyez qu'on sort aussi des unités d'hospitalisation, et ça devient des critères qui sont plus transversaux, sur la connaissance et l'accès aux moyens d'expression des opinions sur l'organisation des services et de leur amélioration. Donc comment les idées et les remarques des personnes usagères peuvent être mobilisées. Et ce qui est intéressant dans les guides d'entretien, c'est que si on prend l'exemple de ce critère-là, l'idée, c'est de ne pas simplement répondre oui ou non, mais de réussir à détailler quelles sont les modalités d'expression. Est-ce qu'il s'agit d'une boîte à idées ou de plusieurs boîtes à idées dispatchées dans le service? Est-ce qu'il y a des réunions soignants-soignés? Est-ce qu'il y a des réunions directement dédiées à l'organisation des soins? Et ensuite, quand ces avis sont exprimés, quel va être le process? Est-ce que ça va être discuté en réunion d'équipe? Est-ce que ça va être discuté en réunion ouverte avec des représentants des usagers, avec des porte-paroles des usagers, avec des médiateurs de santé pair? Et comment ensuite, si on continue à réfléchir sur le process, comment les décisions éventuelles qui ont été prises vont être communiquées aux personnes usagères des services ainsi qu'aux professionnels d'ailleurs. Rapidement, il y a d'autres critères sur les plans de rétablissement, l'utilisation des plans de rétablissement individualisés, comment ils sont mobilisés au sein d'un projet de soins et d'un projet de vie. Il y a des critères qui sont liés aux pratiques coercitives, aux alternatives aux pratiques d'isolement et de contention, aux formations qui sont proposées aux professionnels justement pour mettre en place ces alternatives, à la présence et l'utilisation de chambres d'apaisement. Voilà, vous pouvez imaginer pour chacune de ces illustrations comment le sujet peut être étoffé et discuté pendant les entretiens. Et puis, tout le thème 5, là, vous avez un exemple avec le critère 5.4.2, en fait, est relatif au partenariat avec les autres acteurs du territoire. Est-ce qu'il y a un CLSM? Est-ce que ce CLSM est connu? Est-ce qu'il y a un travail engagé entre les unités et le CLSM? Les travailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, les médecins généralistes. En tout cas, il y a tout un ensemble de critères qui vont venir questionner les partenariats sur le territoire et l'accompagnement à la pleine citoyenneté des personnes au niveau du logement, au niveau de la formation, de l'emploi, des loisirs, de la vie publique, de la vie politique. Voilà, donc c'était pour vous donner un peu une illustration rapide, en tout cas des thématiques qui sont couvertes par le programme. Et on peut passer à la slide suivante, qui a fonction un petit peu de rappel sur cette méthodologie des observations. On pourra vous diffuser, vous voyez, une illustration d'un guide que l'on a préparé sur la préparation d'une observation en co-construction avec les établissements. Donc la sollicitation est toujours volontaire. Il n'y a pas vocation à faire une évaluation ou à distribuer un label ou une certification. Hein, l'idée, c'est bien qu'une observation, ce soit le début d'un process, le début d'un accompagnement au changement.
L'idée, c'est que l'équipe puisse bénéficier d'un rapport d'étonnement sur les pratiques, l'organisation des soins, avec le prisme des 116 critères, et reçoive des propositions d'outils dans la mobilisation du changement et l'évolution des pratiques. À ce jour, on a fait une trentaine d'interventions, donc c'est des chiffres qui vont croissant régulièrement dans 44 unités sur 16 établissements. On a déjà un calendrier qui se remplit. Et donc, dans le cadre de ce FIOP, mais on y reviendra à l'issue de ce webinaire, la proposition est faite aux établissements des Hauts-de-France qui le souhaitent de s'inscrire dans cette démarche. Je crois que pour compléter le propos un petit peu technique sur la réalisation d'une observation, et on va me confirmer ça avec la slide suivante, l'idée c'est de bénéficier d'un retour d'expérience terrain avec le docteur Destaya. Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci Simon. Je pense que vous m'entendez. Bon, je vous remercie de me donner l'occasion de témoigner, car la rencontre avec le CCOMS a été inscrite dans un contexte d'évolution. Alors, je suis médecin-chef de pôle et médecin-chef d'un service qui est sur la côte royanaise, et ce service a 105 000 habitants en charge sur le secteur, et un autre secteur à 75 000 habitants. Donc, nos deux secteurs qui constituent le pôle de psychiatrie du sud du département sont marqués par 175 000 habitants et une diagonale territoriale de 200 km, ce qui fait qu'il y a, pour les personnes du territoire, une hospitalisation qui se trouve toujours assez loin de chez eux. Cette hospitalisation est extrêmement réduite de nos jours du fait de l'évolution de nos pratiques et d'un choix. Mais à l'époque où j'ai rencontré l'offre du CCOMS, on s'est porté volontaire car l'établissement avait été construit dans les années 70 avec une architecture des années 70, c'est-à-dire que c'était pas fait pour durer. Mais en France, souvent, seul le provisoire dure. Donc, dans les années 2018, on était dans des locaux d'une grande indignité et qui étaient pour le moins vétustes. Donc, à l'occasion de la demande de restructuration architecturale de ces locaux, qui sont ceux d'un service de psychiatrie d'un hôpital général situé à l'extérieur de l'hôpital général, dans un petit village à quelques kilomètres de l'hôpital, c'est un hôpital ouvert. Donc, pour ces 175 000 habitants, nous disposons aujourd'hui de 20 lits d'hospitalisation de crise, 10 lits pour les troubles de l'humeur et anxieux en hospitalisation de semaine programmée et 10 lits pour les addictions en hospitalisation de semaine programmée. Tout le reste du travail se fait en ambulatoire et cet ambulatoire obéit aujourd'hui au projet que nous avons d'aller vers un nouvel ambulatoire, c'est-à-dire que c'est nous qui allons vers les patients et non plus les patients qui viennent vers les structures. Tout ça nous est venu de la visite du CCOMS, car on s'aperçoit que les institutions sont un lieu de privation un petit peu de certains droits et libertés des personnes accueillies. Et si je vous demande quelle est la région de France où on prend son petit déjeuner à 18 heures, ça s'appelle l'hôpital. Donc, globalement, c'est pas parce que les gens ont fait à 18 heures, c'est parce que ça arrange les équipes infirmières. Donc, globalement, le CCOMS nous a aidé à réfléchir, et c'est pour ça que nous les avons contactés, sur la structuration des services et sur nos usages et nos pratiques auprès des personnes que nous accueillons dans le service. Alors, comme la DMS est de 12 à 16 jours suivant les années, pour l'ensemble du pôle, on a peu de temps pour être, je dirais, exposé au travers institutionnel de la psychiatrie quand on est un usager, mais suffisamment quand même, puisque cet établissement avec 20 lits de crise peut ouvrir aux pratiques de la contention. Or, cette tradition d'hôpital ouvert depuis les années 72 a fait que nous avons une tradition très restreinte de l'usage des chambres d'isolement qui est extrêmement médecin dépendant, en fait, et qui est plus médecin dépendant que clinique dépendant. Mais l'architecture
permettait de réfléchir à d'autres façons de gérer la crise, puisque c'est les lits d'hospitalisation de crise qui font l'essentiel de l'action de l'hôpital et du service de psychiatrie. Les hospitalisations de cure programmées sont construites sur le consentement des personnes qui y viennent, donc on n'a plus ces éléments de contrainte qui leur sont appliqués. Donc, l'hôpital s'est porté volontaire, comme le disait très bien Simon, parce que c'était pour nous l'occasion d'aller plus loin dans des pratiques où on était passé de la pathologie au handicap, en réfléchissant le handicap selon la définition de l'OMS, qui est la CIFSH, où les facteurs environnementaux jouent un grand rôle, facilitateurs ou obstacles, dans ce qu'on appelle les restrictions de participation dans ce modèle, qui est une des définitions possibles du handicap, mais qu'on pourrait compléter par une définition plus sociale qui serait plus citoyenne aussi, c'est être empêché dans ses rôles sociaux. Donc, être empêché dans ses rôles sociaux, plein de pratiques hospitalières ont été citées, qui peuvent aller de la privation de vêtements à la privation de téléphone, de moyens de communication, tout ce qui peut être mis comme entrave au déplacement. Mais globalement, le travail a surtout eu un effet sur les équipes elles-mêmes, où elles ont réfléchi sur leur posture vis-à-vis des personnes accueillies en psychiatrie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, est passé très clairement le message on n'accueille pas nos patients ou des patients, mais des citoyens qui ont des problèmes de santé mentale et de handicap psychique pour certains d'entre eux. Ce qui fait que cette posture infirmière qui s'est généralisée sur le pôle, puisque le CCOMS, quand ils sont venus faire l'observation, se sont aussi intéressés au dispositif ambulatoire, nous a permis d'évoluer dans les postures des équipes et des postures soignantes et de nous attacher sur les facteurs qui restreignent la participation sociale, la citoyenneté, au premier rang duquel nous mettons à notre réflexion les pratiques soignantes qui construisent de la stigmatisation. C'est pour ça que dans la suite de cette réflexion sur les postures que nous avions vis-à-vis du handicap psychique et de la santé mentale, nous sommes rentrés dans un programme de recherche financé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur le changement des rôles et des postures de stigmatisation de manière à faciliter la reconnaissance des droits des personnes handicapées. Et ça a eu des conséquences à très long terme, puisque le CCOMS est venu nous voir en 2019 et en même temps, nous recevions la visite de la Covid en France, ce qui nous a créé un délai dans la restitution et dans le partage de la restitution surtout, puisque la restitution a été faite par écrit, mais ça nous a laissé le temps de l'intégrer, pas en 15 jours, mais en presque 1 an et demi, 2 ans. Ce qui fait qu'entre-temps, nous avions avancé sur la restitution et que les équipes se sont saisies de cette restitution pour essayer d'améliorer ce qui avait été pointé et essayer de faire évoluer encore les pratiques et les organisations. Et les organisations aujourd'hui, telles que je vous les ai décrites, font que malgré 10 lits d'hospitalisation pour 100 000 habitants dans mon secteur, qui passe à 300, 400 000 l'été, la côte royanaise étant un lieu de vacances et de tourisme assez développé, nous ne sommes jamais pleins et nous ne sommes jamais complets au niveau de ces lits, du fait de la nécessité pour les agents de donner du sens à leur travail en étant au plus près du territoire. Et cela se traduit aujourd'hui par le fait que nous quittons les CMP pour aller dans des dispositifs de droit commun, les maisons de santé, mais surtout par le développement d'équipes mobiles qui nous conduisent à aller vers les usagers eux-mêmes quand ils appellent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus obligés de venir au CMP. Le aller vers du rapport Lafourcade est devenu un peu plus loin que le rapprochement de proximité où les patients venaient vers les CMP. Maintenant, c'est les équipes qui vont, lors d'appels et de numéros d'appel repérés au CMP, vers la découverte des situations, des demandes et des interventions précoces. Donc, on a 2/3, on va aller à 3/4 du personnel disponible sur l'ambulatoire. Donc, dans l'ambulatoire, on rencontre très clairement ce que décrivaient Déborah Seban et Simon Wasserbach, à savoir l'exercice par les personnes elles-mêmes de leur difficulté à faire valoir leurs droits. Et un des exemples qui a été très porteur pendant cette période, c'est que nous avons essayé, grâce
à la Covid de soutenir les personnes chez elles et nous avons découvert qu'elles appelaient assez peu souvent, sans pour autant mettre leur santé en danger, mais toujours à bon escient, alors que nous étions limités dans la possibilité de bouger pendant 2 mois. On a créé ainsi des groupes d'entraide mutuelle autogérés, où le renforcement du pouvoir d'agir des personnes, les pratiques orientées rétablissement conduisent ces personnes à aller défendre leurs projets au niveau des ARS, au niveau des municipalités pour obtenir des salles, le droit de faire des choses. Et elles ont créé un GEM mobile ou itinérant qui permet de répondre au maillage territorial où il y a très peu d'accès au transport public. Donc, toutes les équipes rattachent cela à la prise de conscience des droits des personnes qui a été initiée, diffusée et généralisée au sein du pôle par la visite du CCOMS où ils ont commencé à se questionner sur les postures soignantes. Cette réflexion sur les postures était précédée de la réflexion sur le travail où on ne regarde plus les symptômes critères de sortie, mais la possibilité de vivre avec et malgré les troubles, ce qu'on appelle le rétablissement aussi, pour ces personnes-là. Et on s'est aperçu que ces accompagnements font que l'usage de l'hospitalisation à temps complet est très très peu souhaité, voulu par la population, ce qui nous a conduit, pour les personnes souffrant de handicap psychique et plutôt dans le trouble du spectre schizophrénique, à aller vers des programmes qui sont, il y en a plusieurs formes, mais qui sont la co-construction avec eux de la façon dont ils veulent gérer les crises, en amont de la crise. Et tous ces programmes-là conduisent souvent à éviter l'hospitalisation. Ce qui conduit les hospitalisations sous contrainte, c'est un travers essentiel de la législation et de l'usage des hôpitaux en France, à savoir le péril imminent pour débarrasser les urgences de problèmes, troubles du comportement qu'ils adressent en psychiatrie. Ce à quoi nous sommes très sensibles, puisque le service est à orientation systémique, institutionnelle et familiale, ce qui fait qu'on travaille énormément tous les projets avec les usagers et, quand ils sont d'accord, leur famille, ce qui permet de les associer aussi à la stratégie de déstigmatisation de ce qui se passe. Le programme s'est poursuivi sous une autre forme dans le travail sur la stigmatisation en associant les usagers, leurs familles et les soignants dans un programme de recherche qui permet de définir à partir de ce travail-là des actions pour changer les postures soignantes en ayant intégré les remarques des usagers et de leurs familles. Je pense que dans tout cela, on retrouve ce que l'OMS a mis en place et qui est diffusé en France par le CCOMS de Lille, et ce qui fait que depuis ce partenariat, beaucoup de personnes qui sont des soignants s'intéressent à faire évoluer les pratiques et à réduire un des facteurs essentiels de la perte de droit, c'est quand même l'institutionnalisation qui génère par elle-même un certain nombre de difficultés. La place de l'hospitalisation en psychiatrie, dans notre expérience territoriale, est extrêmement faible par rapport au nombre de personnes que l'on suit. On a le taux le plus bas d'usage des chambres d'isolement de la Nouvelle-Aquitaine et nous avons plutôt une porte d'entrée dans le soin qui ne se fait pas par l'hospitalisation, mais par la mobilité et la réponse précoce au domicile. Donc cette logique-là conduit, je pense, à aller vers davantage de diffusion auprès de la population en promotion et prévention de la santé, en santé mentale, à travers des journées bien au-delà des séismes qui ne sont que ponctuels, mais des politiques où nous œuvrons, tous les acteurs de l'hôpital, pas simplement les médecins ou les cadres, mais les infirmiers, aux travaux des CLS, où on essaie de faire apparaître des CLSM, où le frein est souvent beaucoup plus politique que de la société civile. Donc, globalement, tout le monde s'est saisi à travers cette réflexion sur son rôle personnel dans le respect des droits des citoyens, de cette démarche de faire apparaître les CLSM. Moi, j'ai été le médecin du PTSM 17, donc on a un certain nombre d'actions qui sont marquées par notre rencontre avec
avec le CCOMS de Lille dans les objectifs qu'on a donnés au PTSM 17. Donc, je vois, puisque vous êtes dans un FIOP régional, une facilitation peut-être grâce à cette expérience que vous faites, de cette défense des droits et d'une transformation de la psychiatrie pour les années à venir, marquée par la pénurie de médecins et peut-être par la pénurie de soignants, mais qui, d'une certaine façon, peut-être être contrebalancée par le fait qu'ils trouvent du sens à ce qu'ils font et qu'ils trouvent ce sens plutôt dans des pratiques ambulatoires que d'institutionnalisation. Voilà, je vais peut-être pas aller plus loin. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce que le CCOMS nous a fait, mais après 2 ans et demi, ils sont venus faire une restitution qui nous a quand même redynamisé à nouveau. C'était l'an dernier, redynamisé tout à nouveau et nous a permis de tenir un discours qui a été lors de la certification par la HAS sur un certain nombre de remarques critiques des équipes par rapport à la certification HAS. Ce qui se basait surtout du point de vue de l'usager. Cela a été facilité puisque nous avons pu, à travers tout cela, penser à recourir à l'aide de médiateurs santé-pairs qui ont été fortement confrontés à des résistances. Alors, malheureusement, je crois qu'on a perdu le docteur Destaya au milieu d'une phrase. Je ne doute pas qu'il va se reconnecter assez rapidement. Peut-être on va enchaîner avec les outils et puis on lui redonnera la parole s'il réussit à se reconnecter rapidement. Comme je vous le disais tout à l'heure, les deux grands axes du programme Quality Rate, ce sont les observations dont on vient de parler un petit peu. Le deuxième étant les formations. Pour ce qui est des formations, la première action développée sont une quinzaine de modules de formation qui ont été co-développés de la même manière que la méthodologie des observations par l'OMS et un certain nombre d'experts internationaux. Ces modules de formation ont été traduits et sont en cours de déploiement au format DPC. Je vous présenterai la liste de cette formation de ces modules de formation juste après. Mais on voulait aussi vous partager des outils qui sont utilisables de manière très flexible au quotidien. Le premier étant une plateforme de formation en ligne type MOOC, qui permet de se sensibiliser, de se former individuellement, en ligne donc. Jean-Marc, je vois que tu es revenu, je te repasse la parole juste après. Sensibilisation en ligne individuelle, donc la plateforme est accessible en français, gratuite évidemment, et vous pouvez y accéder en y passant 5 minutes, une journée, 1 heure parce que vous aurez un peu plus de temps quelques jours après et y revenir un petit peu à votre rythme. Ça peut aussi se mobiliser en équipe. Je pense que c'est un outil assez intéressant pour générer un peu la discussion et les échanges sur les différentes thématiques, sachant que sur cette plateforme en ligne, vous allez retrouver les grandes thématiques que l'on évoque depuis le début de ce webinaire, la question des droits, les droits en santé, santé mentale, l'orientation à l'établissement, l'accompagnement au changement des pratiques, les alternatives aux pratiques d'isolement contention, etc. Donc, c'est un outil supplémentaire qui peut être mobilisé de manière tout à fait libre dans les équipes. Vous avez aussi le lien et puis le PowerPoint vous sera diffusé vers un webinaire plus long que celui de cet après-midi avec un certain nombre d'intervenants qui viennent témoigner de leur expérience des observations. Avant de détailler peut-être la liste des thématiques des modules de formation, Jean-Marc, je te repasse la parole peut-être. Oui, je serai bref. Il y a une petite... On t'a perdu au moment où tu évoquais les médiateurs de santé.
Voilà. Les médiateurs de santé pair nous ont permis aussi de transformer ces postures au sein des équipes. Parce qu'on ne parle pas de la même façon avec un usager des soins en psychiatrie devenu un professionnel membre des équipes. Cela suscite aussi, comme tout nouveau professionnel dans l'hôpital, un certain nombre de tensions et de difficultés, mais qui révèlent aussi derrière ces difficultés et ces tensions des représentations qui ouvrent à nouveau sur les postures de stigmatisation chez les soignants, ce qui nous semble être un des axes très puissants de la difficulté à faire valoir les droits des personnes handicapées au sein des établissements. L'autre difficulté, c'est la formation de base des agents qui intègrent assez peu ces droits des personnes handicapées dans leur cursus de départ, que ce soit les médecins psychiatres ou que ce soit, je dirais, les paramédicaux. Ce qui nous a beaucoup aidé, par contre, c'est la pluriprofessionnalité et l'intervention de professionnels qui travaillent essentiellement sur le domicile et sur le territoire du secteur. Donc, je pense que l'équipe ayant été formée longtemps à l'éducation thérapeutique avec des programmes labellisés co-construits avec les patients, avait, à partir des savoirs profanes de l'éducation thérapeutique, euh, rencontré la nécessité d'intégrer les savoirs expérientiels des pratiques orientées rétablissement des usagers. Donc notre prochaine étape qui concerne et le service, le pôle et la recherche portera sur les relations intimes pour les personnes en situation de handicap psychique et sur le développement plus grand de la démocratie en santé à l'hôpital. Donc ça, ce sont des démarches qui sont en cours actuellement et qui font l'objet d'appels à projets auprès de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je me tais pour pas faire trop redondant avec tout ce qui a déjà été dit. Mais je remercie vraiment à la, en tant que psychiatre la façon dont ça a redynamisé un peu ma pratique de professionnel en santé mentale et en psychiatrie. De rencontrer ces notions-là et de considérer différemment les personnes qu'on accompagne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de contribuer et de partager cette expérience terrain. Je vais rebondir justement sur un des points du docteur Destaya qui évoquait la formation initiale des professionnels en santé et notamment en santé mentale. Et je vais revenir justement peut-être rapidement sur la slide qui liste les thématiques des 15 modules pour que vous puissiez voir un petit peu la manière dont ces outils peuvent être aussi utilisés. Déborah, si tu veux bien afficher la slide suivante, super, merci. Donc, vous avez des modules de formation entre guillemets classiques qui sont en cours de déploiement au format DPC. Alors, le DPC pour développement professionnel continu, l'idée étant de faciliter l'accès, notamment avec les lignes budgétaires dédiées au sein des établissements à ces modules de formation. Formation généraliste au départ sur les droits de l'homme de manière générale, puis sur la mobilisation des droits dans la santé et dans la santé mentale en particulier. Et ensuite, on arrive à des notions un peu plus techniques qui sont, je crois, étant moi-même psychologue clinicien et ayant travaillé pendant 15 ans dans un service de psychiatrie, ce ne sont pas des notions auxquelles j'ai été sensibilisé pendant ma formation initiale. La question de la capacité juridique et le droit, à la décision, à l'accompagnement, à la prise de décision. La question de l'orientation à l'établissement et le droit à la santé. Dans les formations spécialisées, vous voyez les pratiques orientées à l'établissement, les stratégies alternatives aux pratiques d'isolement et de contention, le soutien à la prise de décision et les directives anticipées en psychiatrie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des guides d'orientation sur l'autosupport, la pérédance par et pour les personnes ayant un savoir expérientiel en santé mentale, le soutien individuel, la création, le développement d'associations
d'usagers. Alors bon, c'est vrai que certaines des thématiques vont être d'un intérêt plus ou moins important selon les pays, hein. Pour rappel, c'est un programme international, mais dans certains pays dans lesquels on travaille, il n'y a pas ou peu d'associations de la société civile, que ce soit un côté usager ou aidants familiaux. Et puis, il y a aussi un outil d'autosupport sur les plans individualisés de rétablissement. Euh, donc voilà, on voulait vous présenter l'ensemble des outils de formation qui peuvent aussi être mobilisés. Dans la slide suivante, on vous évoque les différents niveaux auxquels, et je pense que ça fait aussi référence au propos du docteur Destaya, les différents niveaux où on a pu observer euh, une amorce de changement, un questionnement, ou en tout cas une dynamique qui se crée. Donc, côté des usagers, évidemment, la question du respect de leurs droits, de l'accès à l'information, et pour aussi la question de l'accès à l'information sur les droits est un des critères parmi les 116. Et je ne résiste pas à l'envie de vous détailler encore un petit peu de manière très concrète comment ce critère-là est détaillé dans la méthodologie d'observation. C'est-à-dire qu'on pourrait s'intéresser à la question de l'affichage réglementaire des informations qui doivent être données aux personnes, par exemple pendant une hospitalisation. Mais l'idée, c'est aussi d'aller peut-être un petit peu plus loin et de questionner la manière dont cette information est diffusée. Est-ce que c'est uniquement sous un format écrit ou est-ce que c'est également sous un format oral? Est-ce que l'information peut être répétée au besoin? Est-ce qu'on vérifie la bonne compréhension de cette information? Au niveau de l'affichage, à quel endroit c'est affiché? Est-ce que les données sont régulièrement actualisées, par exemple sur les contacts des représentants d'usagers ou des associations qui sont présentes sur le territoire? Donc, toute cette volonté d'aller dans le détail vient bénéficier aux usagers, vient aussi promouvoir leur bonne participation et l'utilisation de leur expertise, de leurs savoirs expérientiels dans la définition de leur projet de soins, projet de vie, mais aussi dans l'organisation du service. L'apport, les bénéfices pour les professionnels, et ça nous semble aussi assez indispensable puisque on a rencontré déjà plusieurs dizaines d'équipes sur le terrain. Et ce qui nous était remonté assez régulièrement, c'était heureusement et évidemment, nous n'avons pas rencontré d'opposition à la question du respect des droits des personnes usagères des services. Mais souvent, c'était complété par la question de ce que l'on faisait autour du droit des professionnels. Et ça nous a permis aussi de compléter un peu notre propos en partageant le fait que la question du droit des personnes usagères des services ne s'opposait pas aux droits et aux bénéfices des professionnels, bien au contraire. L'idée étant bien d'accompagner le changement, de répondre à un certain nombre de difficultés de terrain et de difficultés dans les pratiques au quotidien. Parfois même aussi, en fait, ce travail, et on en est assez convaincu, permet de redonner du sens ou de retrouver une certaine motivation. Et cette motivation, elle est, je crois, d'autant plus favorisée par le fait de pouvoir prendre le temps de réfléchir à ces pratiques et de se détacher parfois un petit peu du poids des habitudes dans un quotidien pour des professionnels. Alors, on connaît la situation dans les services actuellement, qui est parfois un peu difficile, mais c'est probablement dans ce contexte-là qu'il est encore plus utile et important de se mobiliser, de se poser les questions sur l'organisation des soins. Au niveau des directions d'établissement, elles y trouvent aussi un intérêt de pouvoir répondre aux demandes, aux attentes des professionnels, de contribuer au projet d'établissement, c'est-à-dire que dans les préconisations qui sont faites et dans les outils qui sont proposés, il y a des choses qui vont se mobiliser
potentiellement qui peuvent être mobilisés sur le court terme à moyen constant directement par les équipes. Il y a des choses qui vont plutôt se travailler sur le moyen, voire sur le long terme, euh, à la main des équipes quand c'est possible, mais également des propositions faites aux directions d'établissement qui, on l'a observé, se saisissent des rapports et peuvent aussi s'inspirer des rapports pour les projets d'établissement. Et enfin, il y a un quatrième niveau qui me semble assez intéressant, c'est les acteurs du territoire et les interactions entre les équipes, les établissements et ces autres acteurs du territoire dans la création, la participation à un réseau, la dynamisation de l'action territoriale et cette proposition d'outils concrets qui peuvent aussi être mobilisés par les autres acteurs. Jean-Marc, je vois que ta main est levée. Oui, je vous souhaitais rebondir sur ce que tu disais, ça, Simon, parce que c'est un oubli dont je suis honteux. Cette action a été menée de façon volontaire, mais très portée par le directeur de l'établissement et nous-mêmes, pôle de psychiatrie. Et il a été un acteur très important de cela, et je peux le comprendre aussi à travers le fait que, outre des qualités humaines qui sont indiscutables chez lui. Il est aussi enseignant et s'est consacré à l'abord de l'éthique dans l'hôpital et les droits des usagers ont été un écho pour lui très important de cette implication en tant qu'enseignant de l'éthique. Voilà, je voulais signaler que la direction a été très porteuse de cette démarche de reconnaissance de la place des droits des usagers dans l'établissement et les transformations qui en découlent sont toujours portées par l'établissement et par son équipe de direction de manière très proactive, comme on dit aujourd'hui, en tout cas très participative avec le pôle. Merci pour cette précision. Peut-être juste avant de passer au temps d'échange et de questions, je vois que dans le chat, il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. N'hésitez pas à continuer à contribuer et à lister vos questions. Peut-être faire un petit résumé sur les actions possibles dans le cadre de ce FIOP Quality Rate dans les Hauts-de-France. Vous l'avez noté, pour réaliser une observation, il y a deux choses qui sont possibles. Il y a la possibilité de contribuer aux observations en tant qu'observateur et on propose régulièrement des sessions en ligne de formation à la méthodologie d'observation, donc qui est un peu plus détaillée. En général, on fait 2 heures de visioconférence où on détaille le déroulé d'une observation du point de vue des observateurs. Donc, si jamais certaines ou certains d'entre vous sont intéressés, on y reviendra sur une des dernières slides où on présente les prochaines dates de sensibilisation des observateurs. Bien évidemment, il y a d'un côté les équipes d'observation et puis il y a les équipes qui souhaitent bénéficier des outils du programme, notamment des observations. Et dans le cadre de ce FIOP dans les Hauts-de-France, on a pu recevoir un renfort humain qui va nous permettre de déployer ces observations dès maintenant et en 2023, 2024 et début 2025. Donc, n'hésitez pas non plus à nous faire part de votre intérêt. On vous laissera nos contacts à l'issue de ce webinaire. Et puis, il y a toute la question de la dissémination, de la diffusion un petit peu de l'information sur ce FIOP et sur les outils du programme Quality Rate. Je vous propose que l'on passe aux questions et je crois que Julia, tu as pu en lister quelques-unes. Oui, tout à fait. Du coup, il y a plusieurs questions. La première concerne le coût d'une observation. Est-ce que cette démarche est à la charge des établissements? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de renseignements à ce sujet? Absolument.
Alors, le coût, il y a un coût qui est à la charge des établissements, qui se compose des frais de déplacement de l'équipe d'observation, donc train, hôtel et repas. Ce que l'on prévoit, c'est que le fait que ça soit sur le territoire de la région, ça devrait permettre de contenir ces coûts. Et puis, donc, il y a deux possibilités. La première étant pour les adhérents au groupement de coopération sanitaire. Alors, on ne l'a pas précisé, mais ce GCS regroupe une trentaine d'établissements dispatchés en France, dont certains dans les Hauts-de-France. Et pour ces établissements, membres du GCS, recherche et formation en santé mentale, les coûts ne sont que le- la prise en charge finalement du déplacement des observateurs, plus un dédommagement qui est proposé aux non-professionnels, donc par exemple aux personnes usagères ou ex-usagères ou aux aidants familiaux, pour qu'ils soient donc sur un pied d'égalité avec les professionnels qui en général sont détachés sur leur temps de travail par leurs établissements. Donc ça, c'est le coût pour un établissement adhérent au GCS. Il a été évalué entre 5 000 et 8 000 euros. Et à ce coût-là se rajoute toute la valorisation du temps de travail de l'équipe du CCEMS à hauteur de 3 000 euros, donc ce qui augmente la fourchette à 8 000 à 11 000 euros. Pour être transparent avec vous, ces fourchettes sont vraiment les fourchettes hautes que l'on a estimées, sachant que voilà, je pense que le coût moyen, et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un calcul rapide, mais ça, on pourra vous le repréciser. Je pense que le coût moyen d'une observation se situe dans une fourchette plutôt entre 4 000 et 8 000 euros. Maintenant, voilà, ça fait partie aussi de la préparation du terrain et de l'établissement d'un chiffre relativement précis pour que ça puisse être intégré dans le plan de financement des établissements. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Peut-être dans le chat, vous pouvez me dire oui et non, sinon on pourra y revenir. Euh, On pourra, sur cette question précise, on pourra diffuser rapidement le guide de préparation d'une observation où on a un schéma qui distingue bien et qui explicite les coûts d'une observation. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Simon, pour vous préciser qu'on vous enverra un mail de suivi au webinaire qui comportera quelques documents, dont une brochure à destination des établissements qui précise ces différentes possibilités concernant le coût. Mais du coup, tu as bien précisé que c'était effectivement après coûtant et qu'il y avait ça dépendait des établissements. Ok. Ensuite, il y avait deux questions, enfin même trois questions portant sur les formations. La première étant, je vais commencer par la question portant sur le catalogue des formations. Comment on peut accéder au catalogue, lesquelles sont disponibles? Voilà, je te laisse un peu présenter ça et puis reparler peut-être un peu du e-training qui vient s'adosser à ces modules. Il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà en ligne, accessibles gratuitement, que ce soit la plateforme de formation en ligne et le webinaire en format plus long. Mais ça, c'est pareil, vous avez les liens de connexion dans le chat et vous recevrez toutes les informations. Et puis voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Vous les avez directement sous les yeux. Pour ce qui est des modules de formation en présentiel, on est en train d'étoffer notre catalogue, comme je le disais. Il y a un module qui est déjà disponible et qui a été celui priorisé au vu de l'actualité nationale et des demandes qui nous sont remontées. C'est celui qui est intitulé Alternative aux pratiques d'isolement contention. Maintenant, très rapidement, dans les semaines à venir, ce catalogue va s'étoffer sur la base de la liste qui vous a été présentée
avec notamment les modules sur l'orientation établissement. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer ce catalogue dans les semaines qui viennent. Et donc, pour qu'elle soit au format DPC, puisque j'ai vu en même temps une question, il y a bien sûr tout le process. Le format DPC demande de toute façon un numéro d'agrément. Les formations sont portées notamment par le PSN Métropole ou éventuellement par d'autres établissements partenaires. Donc, toutes les aspects réglementaires et encadrements sont respectés. Une petite question concernant de nouveau les observations pour les établissements non adhérents au GCS. Tu as précisé effectivement qu'il y avait donc 3 000 euros de coûts supplémentaires pour les établissements non adhérents. Peut-être que tu peux repréciser cette distinction pour que ce soit bien clair. Effectivement, pour les établissements adhérents au GCS, c'est prix coûtant, le prix du déplacement de l'équipe d'observation plus le dédommagement des personnes non professionnelles. Et à ce coût, à ce prix coûtant, s'ajoute un forfait de 3 000 euros de valorisation du temps de travail des différentes équipes du CCMS et de l'EPSL Métropole au prix. C'est ça. Donc ça, c'est pour le GCS, il y a 3 000 euros de frais rajoutés. Enfin, pour les établissements hors GCS, pardon, et pour les établissements du GCS, c'est après coûtant. Ok. Ensuite, sur les formations, donc la question a été également posée concernant les modalités de ces formations. Est-ce qu'elles sont en webinaire, en présentiel, hors site? Pour ce qui est des modules et de la liste des thématiques présentées sur les modules, c'est de la formation en présentiel avec des formateurs qui se déplacent et qui sont présents. Selon les modules, la formation peut durer 1, 2 à 3 journées. Donc, voilà, tout ça, on pourra le préciser assez rapidement avec un catalogue de formation qui sera accessible et puis qui précisera tous les aspects techniques, logistiques et de coût. Du coup, tu as aussi répondu à la question concernant le numéro d'agrément au format DPC. Absolument. J'en profite pour vous indiquer que ma collègue vous a mis également dans le chat les modules et le lien vers le e-training. On vous renverra suite au webinaire également voilà, plusieurs documents. Et je vous enverrai également mon contact parce que si vous souhaitez, on peut tout à fait convenir d'un appel ou d'une visio pour approfondir un peu la situation dans laquelle, enfin, votre contexte et puis vos besoins également. Voilà. On vous laisse le temps de noter ces coordonnées, mais que vous devriez recevoir de toute façon par ailleurs, ainsi que, comme Julia l'a évoqué, un mail qui fera office de package avec tous les liens et toutes les ressources. Bien évidemment, nous restons disponibles pour les questions. Alors tout de suite, on a quelques minutes encore devant nous éventuellement, ou par la suite, par téléphone ou par mail. On se rendra disponible pour répondre à vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, Déborah, je vois que tu as ouvert ton micro. Peut-être on peut te laisser quelques mots de conclusion. Merci Simon. Bah, simplement oui, en guise de clôture, vous remercier tout d'abord l'ARS pour nous avoir permis la tenue de ce webinaire et cette action de sensibilisation auprès de l'ensemble des professionnels de la région. Remercier aussi Jean-Marc Destaya, dont le témoignage est toujours le retour d'une riche expérience. Donc vraiment un grand merci, c'est toujours très intéressant de voir comment les choses ont évolué depuis l'engagement de ton service dans la démarche Quality Rights. Donc vraiment un grand merci pour ton retour. Et puis vous remercier toutes et tous derrière vos écrans. Je sais qu'il commence à être un peu tard, que nous sommes en fin de journée.
Donc vraiment un grand merci d'être resté connecté jusque-là et vraiment je réitère les propos de mes collègues de Julia et de Simon sur notre mise à disposition complète pour l'ensemble des questions et ou démarches. Voilà, on pourra répéter l'ensemble de ce qui a été dit. On fera en sorte de vous communiquer l'ensemble des informations qui ont été précisées dans le cadre de ce webinaire et qui figurent sur le PowerPoint. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous contacter et on tentera de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc voilà, un très grand merci à tout le monde et il nous reste à vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Madame Prieur-Patin, merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation et pour le témoignage de Monsieur Destaya. Ça redonne de l'espoir pour les professionnels en ce temps un peu morose, on va dire ça. Ton micro est fermé, Jean-Marc. Merci Madame Prieur de cette appréciation, mais c'est aussi pour moi très important de dire, sans faire, qu'on a été très soutenu par l'ARS Nouvelle-Aquitaine et que je suis très heureux de voir que l'ARS des Hauts-de-France va dans cette dynamique qui, je pense, insuffle aux établissements, dans ces temps un peu difficiles de pénurie médicale, soignante, des perspectives stimulantes intellectuellement. Et je trouve ça vraiment une très grande chance que ce projet FIOP puisse apporter une utilité peut-être, j'espère, nationale. Voilà. On y croit beaucoup en tout cas et on Merci. restera à leur côté et aux côtés des établissements. Ça a été fondamental pour nous, Mm. ce soutien de l'ARS. Ça a été fondamental pour nous. En particulier sur la recherche sur la stigmatisation, entre autres, qui est une des conséquences, sur l'engagement de la direction de l'établissement dans un projet qui était soutenu par le CCOMS, puis sur la stigmatisation pour l'ARS, parce qu'il faut toujours aller plus loin et on a l'impression de défricher des nouvelles questions et des nouveaux territoires. D'ailleurs, je pense que ces questions se généralisent en France, heureusement. Voilà, donc je souhaite un grand succès à votre participation à tous.